Les aléas du direct, la deuxième partie. Jean-Louis Gély reste avec nous, Jean-Claude Roch également, pour nous parler tout à l'heure des impôts. Mais tout de suite, on a Ingrid Lebeau. Merci, chère Ingrid, d'être avec nous. Merci. Bienvenue sur ce plateau avec votre rubrique sexe. Non, sur la sexologie, regardez, on le fait sérieusement. Vous avez décidé de vous poser une question, en tout cas que moi je vous pose une question. Et la question c'est, vous surprenez votre adolescent devant un site pornographique, vous, parents, qu'est-ce que vous faites? Quelle attitude avoir? Voilà, ben justement. Voilà. Donc, aujourd'hui... Internet. On est surpris, d'abord on est surpris. Vous êtes surpris. Dit, oh, comment c'est possible chez moi, dans ma maison? Pas chez moi. Non, pas toi, mon enfant. Mais en même temps, rappelez-vous, pour avoir des informations sur la sexualité, parce que depuis tout temps, les jeunes s'intéressent quid de l'amour, quid de la sexualité, parce qu'on en parle nulle part. Les parents n'en parlent pas, à l'école on n'en parle pas, on en parle toujours nulle part. Et rappelez-vous, votre culture, c'était quoi? Les revues sous le coude, c'était plus moderne, Minitel, le Minitel. Maintenant, c'est Internet. C'était pas très graphique, hein, c'était pas très graphique. Maintenant, c'est puis ça coûtait une fortune après. Ça peut être même interactif aujourd'hui sur les sites internet. Mais effectivement, les parents se posent la question. Voilà, moi, mon enfant, si un jour il se retrouve devant un site porno, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est mieux de se poser la question avant que de se retrouver dans la situation pour effectivement peut-être voir un peu élaborer son attitude. Parce qu'il y a 4 attitudes possibles. Des sociologues ont observé que des parents, en fonction de l'attitude qu'ils vont avoir avec leurs enfants à certains moments clés, le rapport à la sexualité, la confrontation à la sexualité dans le rapport parent-enfant est un moment clé. Il s'avère que de ces attitudes-là vont découler des comportements d'adolescents futurs. Et les sociologues ont donc étudié 4 comportements sociotypes. Vous retrouvez votre ado devant un site porno. Vous êtes le parent laxiste. De toute façon, moi je m'en fous. De toute façon, il faut bien qu'il se passe. Il faut bien que jeunesse se passe. Et puis de toute façon, voilà. On l'a fait aussi. Voilà, on l'a fait aussi. Puis, complètement. Cette attitude laxiste, voire indifférente, peut faire que le jeune va devant des images qui sont quand même difficiles, des images étonnantes, des images sur lesquelles il n'est pas accompagné, sur lesquelles il n'a aucune éducation. Un parent laxiste comme ça peut développer chez l'ado des attitudes délinquantes, donc où il va être plus addict, où il va aller plus se confronter encore à l'image, plus être percutant pour pouvoir avoir la réaction de l'adulte, parce qu'il va chercher la réaction de l'adulte dans cette situation-là. Un autre type de parent peut mettre carrément, bouf, une grosse baffe. Fais pas ça, c'est interdit sous mon toit. L'interdit, voilà. L'interdit. Qu'est-ce que fait l'interdit? Hostilité, restrictivité. À un moment donné, à l'adolescence, un parent qui coupe un champ de communication possible à ce moment-là, vous avez un ennemi face à vous et le jeune peut développer des névroses assez facilement. Un parent plus protecteur. Oh mais non, fais attention mon chéri, regarde pas des images comme ça. C'est sale, puis tu sais, c'est pas bien. Très protecteur, vous savez, en même temps tout doux, tout rassurant. Une attitude de surprotection d'un parent ne va pas retransmettre la réalité à l'enfant. Et la réalité, elle est multiple, elle est complexe. Un parent qui va protéger comme ça va faire des enfants qui vont être conformes, soumis, qui vont se méfier de tout le monde. Alors, ça fait 3 attitudes un peu catastrophes. Est-ce que la dernière, permet de rattraper le coup? est plus difficile à avoir en tant que parent, c'est effectivement avoir ce qu'on appelle une attitude chaleureuse et permissive. Alors, face à un site pornographique, vous ouvrez la porte de la chambre de votre môme, avoir une attitude chaleureuse et permissive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous donne un peu l'info. Allez-y, faites-moi l'attitude chaleureuse et permissive. Ah, du porno, tiens, étonnant. Alors moi, ça me rappelle qu'effectivement, à un moment donné, je me suis retrouvée à en regarder aussi. Alors moi, à l'époque, c'était le Minitel, c'était moins... Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce genre d'image? Vous pouvez donner des conseils, peut-être choisir un autre site, plus... Non, non, quand même pas aller non plus à cet endroit-là. Tiens, je te conseille celui-là. Non, j'entends bien. Mais simplement... De l'oreillette, c'est une remarque de l'oreillette. Ouvrir de la... C'est facile, lui. On voit pas sa tête à la télé, lui. Vous allez me laisser parler, oui. Je vous en prie. Ouvrir la réflexion possible, la discussion, l'échange, tout en éteignant le site porno... peut-être, et en essayant de soutirer les informations que le jeune souhaite avoir, en fait, et parler un peu de plaisir sexuel à la maison. Ça peut être aussi une piste intéressante. Ou alors le parent peut, s'il est démobilisé, se dire, tiens, peut-être tu pourrais aller voir quelqu'un qui pourrait peut-être te renseigner un petit peu plus sur toutes les questions que tu te poses. Et aller voir une formatrice en éducation sexuelle comme moi. Par exemple, qui peut effectivement permettre beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de jeunes en consultation qui effectivement sont sous la culture du site pornographique, ils sont en couple, ils sont complètement démontés, démobilisés parce qu'ils disent, on est amoureux, on s'aime, mais ça ne marche pas. On essaye de faire et ça ne marche pas. Moi,
érection rapide. Elle c'est parce que elle ne prend pas de plaisir. On est jeune, on a 20 ans, on voudrait comprendre. 3 séances. Je peux vous dire que ça fait des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui s'aiment et qui développent une belle aventure et une belle histoire ensemble. Juste un mot sur le contrôle parental, la technologie pour éviter que les enfants aillent sur ce genre de site. Un enfant qui voudra avoir des réponses à ces questions, il trouvera tous les moyens. Si c'est pas chez le copain, si c'est pas chez le cousin, ce sera d'une manière ou d'une autre. Si ce sera de toute façon la revue, ce sera sur les téléphones portables, ce sera ou alors des attitudes très complexes dans l'établissement scolaire qui sont des attitudes de plus en plus provocantes, de plus en plus choquantes parce que ces jeunes se positionnent face au non-dit, à la non-expression de la sexualité aujourd'hui, face à une société érotico-publicitaire. Le non-langage, la non-éducation et une pléthore d'images fait que les mômes y sont complètement perdus. Remettez des programmes d'éducation sexuelle à l'école basés sur le langage du plaisir, sur l'amour, ce que c'est que le respect de soi, le respect de l'autre. Je suis sûre qu'il se passera plein de belles choses dans le monde de demain. Voilà, merci. Merci beaucoup, chère Ingrid. Merci. Restez avec nous. Tout de suite, on enchaîne avec les titres. Marlène, va-t-on pouvoir enchaîner après la rubrique je me suis demandé sur la sexologie? Je ne vais pas rebondir du tout. Je vais vous dire, tiens, on a un problème social dans le Gard avec la société Tamaris. Oui, puisque la liquidation judiciaire de la fonderie alésienne a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Nîmes. Et pourtant, les salariés ne veulent pas abandonner leur entreprise. Ils sont 70 à avoir organisé un roulement pour occuper leur outil de travail. Ils espèrent en tout cas le conserver en l'état et qu'il n'y ait pas de dégradation. En fait, c'est surtout ça qu'ils craignent pour que dès qu'il y a un repreneur, ils puissent travailler. Voilà. Alors, le repreneur, il y a encore un espoir puisque en sous-préfecture, hier, on leur a promis que tout le monde se mobilisait pour qu'il y ait un repreneur pour cette société. Il y avait eu des rebondissements multiples. Et on a suivi cette affaire, on continuera donc à la suivre. Une ministre était présente à Montpellier aujourd'hui. La ministre déléguée chargée de la réussite éducative à Montpellier, notamment au collège des Garrigues. Georges Pau Langevin a notamment mis en avant une initiative qui existe en l'Académie de Montpellier depuis 3 ans. Ici, une vingtaine de mamans d'origine étrangère vont à l'école 2 fois par semaine pour apprendre le français et appréhender l'environnement scolaire. C'est une initiative qui doit permettre une meilleure intégration des parents, mais aussi des élèves. Et puis vous avez décidé de nous emmener à Arles pour écouter de la musique. Oui, on va voir Chico et les Gypsies qui sont en tournage. Ils sont en train de réaliser le clip phare de leur dernier album, un nouvel opus essentiellement composé de reprises de musique festive, comme Shakira, Ricky Martin ou encore Juanes. Tous les tubes de l'été y passent. C'est un album qui va s'appeler Fiesta et qui sortira le 14 mai prochain. Juste à temps pour la feria. Trop tard. Juste à temps pour la feria. Oui, c'est vrai, c'est très à propos. La météo, ça se gâte. Oui, c'est pas la fiesta. Aïe, aïe, aïe. Non, ça se couvre demain sur Montpellier. Les averses sont même annoncées sur Alès. Ailleurs, on pourra encore un peu profiter du soleil, mais ça ne s'arrange pas puisque ce week-end, il va pleuvoir samedi. Les températures sont en nette baisse. Elles passent sous la barre des 10 degrés le matin. L'après-midi fera 14 à Béciers et 17 à Nîmes et Montpellier. Voilà, ça se rafraîchit. Ça se rafraîchit. Et samedi, dimanche Mais samedi, il pleut. Aïe, aïe, aïe. Et on aura droit à quelques éclaircies, quelques éclaircies dimanche. Mais les températures sont pas. Non, elles seront plus aussi estivales que ces derniers jours. Désolé. C'est comme ça. Enfin bon, c'est que le début du printemps. Merci beaucoup Marlène. Le journal complet, c'est à 19h30. On enchaîne avec l'économie. Jean-Louis Gély est resté avec nous parce qu'il veut savoir quels sont les avantages de la télédéclaration. Et ça, c'est avec vous, Jean-Claude Roch. Je rappelle, vous êtes directeur du pôle fiscal à la Direction régionale des finances publiques. La déclaration d'impôt arrive dans les boîtes aux lettres. Ce sont ces jours-ci. Alors, elle est arrivée, elle arrive, elle va arriver? Oui, elle est en cours de transmission. Vous n'y échapperez pas, hein, de toute façon. Non, comme chaque année. Comme chaque année. C'est un rituel. Chaque année, au mois d'avril, il y a les feuilles de 2042, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans les milieux professionnels, qui arrivent auprès des contribuables. Jean-Louis Gély, vous êtes plutôt télédéclaration ou papier? Ah là, vous vous poussez presque dans ma vie privée. Mais c'est à la mode en ce moment. Si vous voulez je vais confesser ma un aveu, déclaration... mais je suis dans les clous.
je fais la télédéclaration parce que je laisse toujours passer la date limite de la déclaration papier. Voilà. Mais je dois dire à tout le monde que la télédéclaration, c'est simple, facile et sûr. Voilà. Ça fait 3 ans que je fais comme ça et c'est très bien. Donc, vous voyez, vous avez déjà un C'était pas prévu, mais dans la place. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a plusieurs millions, plus de 12 millions de gens qui font la télédéclaration en France, mais ça ne représente que 38% des déclarations. Donc, il reste encore 60 et quelques pourcents de gens à convaincre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourtant, bon, la télédéclaration est... 62, merci. Oui, voilà. 38, 62. La télédéclaration est vraiment la solution, me semble-t-il, aujourd'hui, dans le mode moderne que l'on connaît, avec l'utilisation de l'Internet qui se répand. Je crois que dans le département, on est équipé à plus du 3/4 pour l'ensemble des foyers. Donc, je pense que c'est l'outil qu'il faut utiliser. Alors, pourquoi faut-il l'utiliser? Alors, sachant que les gens peuvent le faire du bureau, éventuellement. Et ils peuvent le faire du bureau. Chez eux, tout à fait, ils peuvent le faire du bureau. Alors, 38%, c'est un petit peu plus chez nous qu'au niveau national. Voilà, c'est dans le département. Au niveau national, on est plutôt aux environs de 35-36%. On voit bien qu'il y a encore pas mal de marge de manœuvre pour faire de la sorte que on arrive à une utilisation pleine entière des moyens qui sont à la disposition. Alors, les avantages, on en connaît certains, mais il y en a encore des nouveaux cette année. Oui. Alors, les principaux avantages, on les connaît déjà, effectivement. C'est que c'est la simplicité. Je veux dire, on peut remplir sa déclaration tranquillement chez soi. On peut la modifier tant qu'on ne l'a pas envoyée. Quand on l'a envoyé, on a un certificat qui atteste que la déclaration est correctement faite. Alors qu'on ne l'a pas, évidemment, si on a juste mis l'enveloppe à la poste. Exactement. Quand on envoie le courrier par la poste, on ne sait jamais si ça arrive. C'est un avantage. Normalement, ça arrive. Mais en règle générale, ça arrive. Le service public de la Poste fonctionne bien. Monsieur le service public des impôts. Mais il faut savoir que les services qui sont sur le terrain voient beaucoup de contribuables venir pour récupérer les déclarations qu'ils n'ont pas reçues. Il y a quand même encore des difficultés de transmission. On ne pourra pas l'éviter. Dans cet outil qui est plus sécurisant, je pense, pour le contribuable. Qu'est-ce qu'il y a comme autre avantage? Un avantage qui me paraît assez important, c'est celui de connaître l'impôt une fois qu'on a fait sa déclaration. Alors évidemment, quand vous faites une déclaration sur le papier, vous savez jamais précisément à quelle sauce vous allez être mangé. Un autre avantage, alors, qui est récent, celui-là, c'est de permettre au contribuable, après qu'il ait transmis sa déclaration, de pouvoir encore corriger. S'il a, par exemple, il se rend compte après qu'il a fait une erreur. Ça, c'est une nouveauté, c'est très important. Oui, ça, c'est une nouveauté. Il y a la date limite, on va la donner, mais on se dit, ça y est, si je me suis trompé, c'est foutu, il faut que j'aille au service fiscaux. Je vais faire une réclamation, c'est lourd. On peut faire une correction soi-même depuis son ordinateur. On peut faire une correction, effectivement. Et jusqu'à quand? De son ordinateur. Alors, ça démarre fin juillet et jusqu'à fin novembre. Jusqu'à fin novembre. Jusqu'à fin novembre. Donc ça laisse quand même pas mal de temps assez pratique. Ceux qui ont... Alors l'autre avantage, c'est que on n'envoie pas les documents qu'il faut joindre normalement à sa feuille d'impôt. Les pièces justificatives. Oui. Ça c'est un autre avantage, effectivement. Et c'est un avantage tellement important qu'on a considéré qu'il fallait aider aussi les contribuables qui envoient leur déclaration au travers du papier. Et donc cette année, pour la première fois, les pièces justificatives, dès lors qu'elles sont établies par des tiers, je précise bien, dès lors qu'elles sont établies par des tiers, ne seront pas à transmettre à l'administration fiscale avec la déclaration. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les conserver, parce que si pour une raison ou une autre le service veut faire un contrôle, il faut pouvoir les justifier. Donc il faut les conserver la période de prescription qui est de 3 ans. Alors justement, tiens, les contrôles, parlons-en, vous en faites beaucoup, vous récupérez pas mal d'argent sur le secteur, comment ça se passe? Oui, le contrôle, d'abord, il faut comprendre que c'est la contrepartie du système déclaratif. On en fait, bien entendu, un nombre relativement important, mais malgré tout, quand on regarde le volume de foyers fiscaux, pas si important que ça, on a dans le département de l'Hérault, pour prendre cet exemple, un peu plus de 613 000 foyers fiscaux et nous faisons, bon an, mal an, chaque année entre 4 500 et 5 000 contrôles. Vous m'avez posé la question de savoir quel rendement les contrôles avaient. Il y a du rendement à travers des contrôles, puisque l'année dernière... Parce qu'en fait, vous ciblez, vous ne faites pas tout le monde, vous oui, ciblez bien sûr, contrôles. Bien sûr. Vu le volume de déclarations déposées, on a une analyse de risque qui nous permet de déterminer les dossiers qu'on considère comme étant les plus intéressants à examiner. C'est pas parce qu'on les examine qu'il y a un redressement. Mais en règle générale, il y a plus de redressement, évidemment, sur ces dossiers que si on prenait au hasard.
Qu'est-ce que ça donne en année pleine? Eh bien, à peu près plus de 60 millions. L'année dernière, précisément, 67 millions d'euros de redressement. C'est une belle somme. On redonne le calendrier. On reçoit en ce moment les télédéclarations. Alors, attention, si vous êtes télédéclarant, vous avez demandé à ne pas recevoir le document papier, ben vous allez le recevoir par email. Oui, tout à fait. Sur votre messagerie mais vous recevrez quand même un document vous donnant... Qui vous informe et qui vous donne le code d'accès. Voilà, qui donne le code d'accès au compte que vous avez sur impôts.gouv.fr. Alors, en parlant des codes d'accès, on a cette année mis en place une simplification. Jusqu'à présent, les codes d'accès étaient, il est vrai, un peu complexes puisqu'ils étaient composés de 3 numéros. Un, c'est le numéro de télédéclarant, l'autre, le numéro fiscal, et enfin, le revenu fiscal de référence, qui est un élément qu'on trouve sur l'avis d'imposition de l'année passée. Donc on voit un ensemble d'éléments que l'usager moyen peut avoir égaré. Donc pas très facile d'accéder au compte. Donc cette année, pour la première fois, on met en place une solution beaucoup plus simple qui consiste à partir d'un identifiant qui sera le numéro fiscal. Et la date de naissance du... Non, pardon, je plaisante. Et un mot de passe que le contribuable choisit, on pourra accéder à son compte. On donne les dates? Voilà. Oui, les dates. Alors, les déclarations arrivent, elles vont arriver d'ici la fin du mois en totalité. Il faudra déposer fin mai, les avis papier jusqu'au 27 mai, le lundi 27 mai au soir. Et ce sera terminé. Et sur pour l'Internet, on aura jusqu'au 7 juin. 7 juin, voilà. Attention, hein. Notez bien, jusqu'au 7 juin. Et après, vous pourrez corriger, mais bon, quand même, il ne faut pas plaisanter. On prend cher si on est un peu en retard? C'est pour rassurer Jean-Louis Joly, parce qu'il est un peu inquiet là-dessus. Non, on est vigilant. On est vigilant en même temps. On sait tenir compte des raisons pour lesquelles les retards... Il faut avoir une bonne excuse. Voilà. C'est comme à l'école. Voilà. Si vous êtes en retard à l'école, il faut avoir une bonne excuse. C'est normal. Il y a des règles, il faut les respecter, mais on est compréhensif quand même quand il y a des explications valables. On va rester dans l'économie avec une grande banque régionale, une banque de l'économie sociale, la Banque Populaire du Sud, qui a dévoilé ses résultats cette semaine, avec des résultats plutôt solides pour ce banquier et la création d'un programme à destination des jeunes. Un reportage d'Alissa Lali et de Natalia Martinez. Une bonne résistance dans un contexte difficile, c'est le maître mot de la Banque Populaire du Sud en cette période de crise. Une progression de 3,7% de son produit net bancaire a été enregistrée en 2012, de quoi redonner confiance aux clients sociétaires et à la banque. Je serai confiant mais attentif, c'est-à-dire que confiant dans la mesure où on a confiance dans les chefs d'entreprise qui s'investissent, dans les femmes et les hommes qui ont des projets, mais évidemment attentif pour les accompagner dans les difficultés que représente une conjoncture économique qui est quand même très très difficile. Hein. Donc les accompagner quand ils ont des baisses d'activité, les aider dans leurs investissements, leur permettre aussi de financer leur exploitation au jour le jour. Pour renforcer son engagement coopératif et sociétal sur le territoire, la Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d'entreprise. Dotée d'un fonds de 900 000 euros, elle soutient les associations en faveur de l'environnement, des personnes handicapées et du patrimoine. En partenariat avec l'ERDI, un deuxième projet a été proposé, Cap Jeune, adressé aux créateurs d'entreprises de moins de 26 ans en situation de précarité vis-à-vis de l'emploi. C'est une vraie innovation pour le réseau France Active qui a été testé en Languedoc-Roussillon et ça permet d'accompagner ces jeunes qui sont vraiment soit demandeurs d'emploi, soit en situation de précarité. Donc c'est vraiment destiné aux jeunes, ceux qui n'ont pas d'expérience, qui démarrent dans la vie, qui normalement réunissent malheureusement toutes les conditions pour ne pas trouver soit du financement, soit de l'accompagnement. 80 projets sont prévus pour 2013, 50 000 euros sont financés par la Banque Populaire et l'ERDI assure un accompagnement auprès des jeunes entrepreneurs. La deuxième partie des aléas du direct, c'est terminé. On marque une courte pause. On se retrouve pour parler notamment de sport. À tout de suite.